Bien. Alors, nous allons démarrer cette seconde table ronde. Je vais faire un petit raccord avec la première, puisque la première table ronde concernait la crise conçue comme le divorce du pays réel et du pays légal, selon la célèbre formule de Maurras. Il me semble que, et il nous semble, que l'un des symptômes de cette crise, c'est l'usage un petit peu fétichiste, un petit peu rhétorique, incantatoire, que l'on fait des fameuses valeurs républicaines dans le débat public, et notamment pour justifier le fameux front républicain. Alors on est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc je vais demander, puisque Arnaud l'a très bien dit, ces valeurs sont invoquées, elles ne sont jamais définies. Je vais donc demander à nos différents intervenants de nous donner leur version des valeurs républicaines, de les identifier, de les définir, de les apprécier. Alors pour le bon fonctionnement de cette table ronde où mes invités sont très nombreux, je vais leur demander de bien respecter un temps déterminé, c'est-à-dire chacun d'entre eux, dans un premier temps, en 5 minutes, nous explique sa vision des valeurs républicaines. Et une fois qu'on aura fait un premier tour de table, dans un second tour de table, en 5 minutes aussi, chacun pourra répondre, objecter à ce que les autres auront dit. Voilà, et nous allons débuter avec Dominique Jammet. Merci, ça va? On m'entend? Bon. Merci, bonjour à tous. Si je suis de profil par rapport à certains, c'est pour être de face par rapport aux autres, et je ne pourrai pas changer sans désobliger ceux en face de qui je suis. Vous m'excuserez, je ne vous ignore pas, je ne vous tourne pas le dos. C'est comme ça. C'est la disposition que vous avez adoptée qui fait qu'il en est ainsi. Bon, vous me demandez de parler le premier. L'avantage, c'est qu'évidemment, je ne répéterai rien de ce qui a été dit avant. Mais l'inconvénient, c'est que vous me faites essuyer les plâtres et bon, je vais essayer de débroussailler le sujet, mais vous m'excuserez, je vous prie d'avance de m'excuser. Ce que je vais dire va peut-être vous paraître banal, mais je vais essayer de fixer un peu un cadre. Bon, la République, qu'est-ce que c'est que la République? C'est la forme juridique, c'est la forme institutionnelle, c'est le cadre dans lequel, le cadre administratif, je dirais, dans lequel nous vivons. Alors, la République française n'est pas la seule République. La République, ça peut avoir des formes extrêmement diverses, naturellement. On peut dire que la République, ça c'est sûr, c'est facile comme définition, ça n'est pas la monarchie. Mais la République, ça peut être une République aristocratique, comme le fut Venise autrefois. Ça peut être une République fédérale, cantonale, un peu archaïque, comme la Suisse. On le rappelait, on le rappellera, on ne peut pas ne pas le rappeler, elle est née de la Révolution française. Alors qu'est-ce que c'est quel est le principe qui fonde la République? Le principe, c'est-à-dire à la fois l'origine et la base fondamentale. Ce principe, c'est naturellement la substitution d'un droit à un autre, c'est-à-dire la substitution du droit du peuple au droit divin et la substitution au principe de l'hérédité comme source du pouvoir du principe de l'élection. Il s'ensuit naturellement que la République ne peut pas être censée autre chose que démocratique. Qui dit pouvoir du peuple, qui dit pouvoir fondé sur l'élection, qui dit volonté des citoyens comme source de pouvoir, dit du même coup démocratie. Et de fait, la Constitution de la France, la Constitution actuelle de la France, comme celles qui l'ont précédée, en les complétant même, dit que la France est une république démocratique, laïque, indivisible et sociale. Démocratique, cela suppose donc que tout pouvoir émane du peuple, que c'est sa volonté qui est la loi, qui fait la loi,
Et cela suppose aussi, cela suppose du coup que le peuple soit fréquemment consulté, soit consulté toutes les fois qu'il est nécessaire, soit pour renouveler les instances politiques qu'il représente, soit lorsqu'il s'agit de donner une grande orientation ou de prendre une décision capitale dans l'intérêt du pays. Est-ce que ce principe est respecté en France à l'heure actuelle? Il ne l'est pas, puisque les pouvoirs successifs, les majorités successives se sont arrangés de telle manière que les consultations sont de moins en moins fréquentes. Le référendum qui rendait ou qui donnait et qui rendait la parole au peuple est hors d'usage. Et la dernière fois que nous avons eu un référendum, c'est une plaie au flanc de la République et au flanc de la démocratie française. La volonté du peuple, telle qu'elle s'est très nettement exprimée, a été immédiatement bafouée. Est-ce que la République est laïque? Je dirais simplement, et avec modération, qu'elle ne met pas à appliquer les principes de la laïcité dans la situation qui est la nôtre actuellement, la même énergie, la même force, la même constance qu'elle a déployée pour imposer la laïcité au début du XXe siècle contre une église et contre une religion qui n'était pas la religion islamique. C'est indivisible. Dans une histoire récente, encore récente et encore saignante, nous avons eu la preuve qu'elle était relativement indivisible, sauf lorsqu'on la divisait. Et est-elle sociale? Oui, incontestablement, elle fait des efforts pour être sociale, avec maladresse, certainement d'une façon tout à fait archaïque, mais elle est sociale. Alors, il y a une devise de la République, c'est liberté, donc là on rejoint et pouvoir du peuple, c'est égalité, ça fait question, c'est fraternité, je ne la vois pas celle-là se déployer tous les jours. Et il s'ensuit des principes fondateurs de la République, on l'a déjà rappelé, que ce sont le mérite, le talent et l'égalité des droits et des chances, l'égalité des droits et l'égalité pratique des chances qui fondent la République. Voilà ce que sont, voilà ce que devraient être les valeurs républicaines. C'est-à-dire que plus on est dans le copinage, plus le mérite est, plus le talent est ignoré, plus le travail est méprisé, plus on s'éloigne des bases de la République, des bases et morale de la République, et même politique de la République. Il s'ensuit, et je conclurai là-dessus cette première intervention, il s'ensuit que nous sommes, comme le disait quelqu'un qui sera là tout à l'heure, je crois, sinon saoulés, du moins abreuvés, en tout cas, assommés de références aux valeurs républicaines, que ceux-mêmes qui emploient cette expression se gardent bien de définir, tant ils savent qu'ils n'en donnent pas l'exemple et que la réalité est exactement contraire à ce que cachent, à ce que dissimulent, à ce que prétendent signifier ces mots. Merci. Merci pour avoir respecté parfaitement le temps imparti. Eh bien écoutez, merci infiniment de votre invitation. Alors effectivement, parlant dans les premiers, j'aurai la chance de ne pas trop répéter ce qui a été dit, mais je pense que nos diverses champs d'action et de recherche scientifique nous conduiront sans doute à évoquer des points concomitants et peut-être convergents ou contradictoires, mais enfin en tout cas permettront, je dirais, de nourrir la discussion. Il me semble que l'on peut, pour essayer de parler de la République et des valeurs républicaines, partir quand même déjà de deux constatations. La première, c'est que, ça a été dit en début de réunion cet après-midi, il y a une abstention de plus en plus forte, une défiance envers les institutions. Et cette défiance, elle se traduit soit par de l'abstention, soit par des votes, je dirais, contestataires, dits populistes. Il s'est avéré qu'avec ce phénomène-là, eh bien, il y a, me semble-t-il, eu un glissement dans le discours, entre guillemets, officiel, des valeurs démocratiques vers les valeurs républicaines.
le peuple s'est mis à se détourner, je dirais, des instances dirigeantes ou du personnel politique officiel, eh bien ça n'était plus dans le fond la souveraineté du peuple, ou disons des citoyens, pour ne pas parler de souveraineté populaire s'il nous entraînerait sur certains sujets juridiques, mais il y a souveraineté des citoyens vers, je dirais, la prééminence des valeurs républicaines, donc des valeurs démocratiques vers les valeurs républicaines. Deuxième point qui me semble, je dirais, utile d'évoquer, c'est que à chaque fois, comme première constatation, c'est qu'à chaque fois que l'on parle de la République ou des républicaines, elles ne sont jamais véritablement incarnées. On a l'impression qu'on parle d'une république abstraite, d'une république générale, d'une république universelle, mais pas très souvent dans le fond de la République française. Alors, comment essayer d'expliquer ces deux points que je constate pour ma part et qui sont peut-être évidemment discutables. Le premier élément, je crois avoir en tête, et là je m'opposerai un petit peu à notre premier intervenant, c'est qu'il me semble que choses, que vous soyez dans l'Empire romain ou que vous soyez dans l'ancienne France, vous avez une façon pragmatique, empirique, je dirais, de concevoir les institutions politiques et donc le régime politique. Deuxième conséquence, si nous sommes dans une république qui est un contrat social, eh bien ça veut dire que le contrat social, il peut évoluer. Et que par conséquent, et là j'en viens directement à notre sujet, les valeurs républicaines, les valeurs sont aussi susceptibles d'évoluer. Et là, je ne peux qu'anticiper sans doute sur ce que dira, au moins en partie, Frédéric Rouvillois, c'est que, bah oui, la République, et là je ne fais que le recopier, la République jacobine, elle est devenue décentralisatrice. La République était, nationaliste avec la Révolution française, elle est devenue européiste. Donc il me semble qu'on peut trouver une cause de cette évolution de ce glissement, de ce changement des valeurs républicaines, dans le fait que la République que nous la concevons nous aujourd'hui, enfin quand je dis nous, c'est en tout cas notre époque, eh bien c'est un contrat social. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas trouver des invariants? Et je vais terminer, si vous le voulez bien, là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver quand même des invariants parmi les valeurs républicaines? Il me semble qu'il y en a quand même deux, mais dont il faut voir la teneur, dont il faut voir les limites. Le premier de ces invariants, c'est l'idée qu'il existe un ordre public. L'idée de république, c'est quand même, alors pour le coup c'est aussi l'étymologie qui joue, c'est quand même l'idée que dans le fond, l'ordre social n'est pas que, je dirais, un ordre privé, c'est un ordre public. C'est important tout de même. Cet ordre public, simplement, il est conçu comme étant, dans le fond, plus la somme que comme étant un tout en tant que tel. Bien. Ça, c'est la première des ce qui fait qu'évidemment, ces valeurs républicaines, elles sont difficilement palpables, elles sont presque intouchables. Et puis, deuxième élément, ce sont les droits de l'homme. Bien sûr, qui dit contrat social, dit nécessairement, je dirais, le fait que l'on puisse mettre en commun un certain nombre de choses lors du passage de l'état de nature à l'état de société, et ça découle évidemment du fait que les hommes sont supposés être titulaires de droits naturels inscrits dans leur nature humaine. Bien. Or, je rappellerai quand même que la Déclaration des droits de l'homme du 26 d'autant que je suis personnellement plus sensible aux valeurs de la résistance qu'à celles de la République, et je rappellerai que l'action française, ça ne se sait pas encore assez, a été le principal vivier des chefs de la résistance non communiste. Alors, un mot pour rendre hommage à Henri Freinet, Emmanuel Dastier, Destienne d'Orve, le colonel Rémy, Delattre, Leclerc, Pierre de Bénouville, tout chef de cette admirable épopée que fut la résistance à l'occupant. Plus récemment, l'Action française les jeunes de l'Action française ont joué un rôle éminent dans la Manif pour tous, qui n'était pas directement une résistance à l'étranger, encore qu'il faille approfondir ce sujet, mais qui était une résistance à un danger encore plus grave, qui est celui de la déraison. Alors, je crois que la politique, c'est une affaire de réalité. Alors,
mes réticences vis-à-vis de la monarchie tiennent à un fait très simple, c'est que dans le monde actuel, je vois un modèle de monarchie absolue dans la péninsule arabique, et il ne me plaît pas beaucoup. Et puis je vois un modèle de monarchie constitutionnelle. Ceci dit, monarchie, république, aujourd'hui, cette dichotomie, comme beaucoup d'autres, comme centralisation, décentralisation, jacobins, girondins. Je vous rappelle d'ailleurs que les girondins appartenaient au club des jacobins et que les institutions centralisées de la France ont été construites non pas par la Convention mais par Bonaparte. Vous pouvez ajouter d'autres clivages traditionnels auxquels on se réfère, relatifs au type de constitution. Tout cela est très gravement, très largement périmé par un phénomène majeur qui est l'omniprésence et l'omnipotence du mode de pensée idéologique. Quand je dis idéologie, je me réfère au sens précis que lui ont donné Hannah Arendt, Raymond Aron, Alain Besançon, et qui a été forgé dans la lutte contre le communisme. Il a fallu trouver des instruments d'analyse pour comprendre ce qui s'était passé au-delà du rideau de fer et pour comprendre aussi ce qui s'était passé au-delà du Rhin entre 1933 et 1945. Le mode de pensée, l'idéologie, nous l'avons connu en grand avec les régimes totalitaires. Ne croyons pas que nous en soyons débarrassés. Aux dernières années, vous voyez le pourrissement de l'action publique, gauche et droite confondues, par un mode de pensée pervers et qui aboutit, dans presque tous les domaines de la sphère publique, à des dysfonctionnements graves. Alors, à partir de là, qu'est-ce que peuvent signifier les valeurs républicaines? Pour moi, il y a une rupture totale en ce qu'était la République classique. Alors, je ne me réfère pas à la Convention, encore que la Convention nationale, bien que très destructrice à l'intérieur, a défendu les frontières françaises contre l'envahisseur. Aujourd'hui, ceux qui se réfèrent aux valeurs républicaines sont partisans d'ouvrir les frontières à l'extérieur et vous disent que vous n'êtes pas républicain si vous ne voulez pas les ouvrir complètement. Nous avons changé de monde. Jules Ferry avait propagé une morale, vous en connaissez tous les principaux termes. J'aimerais savoir ce qu'en pense Madame Taubira. Un homme et une femme sous le buste de Marianne et de la République. Nous sommes dans un monde nouveau. L'Europe, et spécialement la France, sont en train de connaître un bouleversement sans précédent. Je dois dire que l'histoire de l'Angleterre, je la connais aussi. On a aussi coupé la tête à un roi, le roi Charles Ier, en 1648. Et ça me paraît finalement un événement moins important que l'élection d'un maire musulman à Londres. Il n'y a pas que ça. Il y a une subversion totale des principes de base de la nature humaine. Subversion du mariage, subversion de la patrie, subversion de l'économie, subversion de l'État, subversion de la transmission, subversion de l'histoire, subversion des communes, subversion du département, subversion des régions, et même subversion de l'Europe. Quand vous considérez les accords qui ont été récemment passés entre Madame Merkel et Erdogan, vous voyez que l'Europe n'est plus une entité. N'est plus une entité dans cette perspective. Sur le plan de la politique internationale, il s'est passé des choses honteuses au cours des 5 dernières années. Cette idéologie a une forme diplomatique qui est l'idéologie des droits de l'homme. Elle a abouti en Syrie à ce que des gouvernements français participent en première ligne à fournir des armes et des instructeurs à des djihadistes qui massacraient les chrétiens d'Orient. Je veux dire que le devoir de protection des chrétiens d'Orient, instauré par François Ier, je suis persuadé que le petit père Combes, avec son ministre des Affaires étrangères remarquable qui était Delcassé, en était conscient.
Aujourd'hui, nous avons changé d'époque. La France s'est déshonorée au nom de l'idéologie. Et puisque nous touchons les affaires internationales, mais ça serait un plus vaste débat, il y a un lien intrinsèque, je pense, entre l'idéologie et la suggestion. Et la suggestion est l'empire. Quand nous sommes dans un empire, que nous ne sommes plus indépendants, pas plus indépendants que ne l'était le roi du Maroc en 1920 sous l'IOT, l'idéologie est l'alibi de l'empire pour imposer sa force et sa volonté, mais elle est aussi l'alibi des assujettis pour y obéir. Alors que faire? C'est trop court pour en parler. J'ai proposé dans un ouvrage récent, comme la plupart des réformes qui se sont produites au cours des 10 ou 15 ou 30 même dernières années, mais privilégions tout de même les 5 dernières années, ont un caractère idéologique, c'est-à-dire sont marqués de fausseté des concepts. J'avais proposé de les supprimer toutes. Je veux dire que la France ferait un immense progrès et les choses iraient infiniment mieux si on rayait d'un trait de plume à peu près tout ce qui s'est fait dans la sphère publique depuis 5, 10 ou 15 ans ou peut-être davantage. Et qu'on revienne au statu quo ante. Après, on se chargera d'améliorer les choses. Alors, vaste programme, n'est-ce pas? Vaste programme, mais à la mesure d'une époque qui connaît un bouleversement sans aucun précédent dans l'histoire de l'Europe. Merci. Merci de votre attention. Maintenant que nous sommes à mi-chemin, je remercie vraiment les 3 premiers intervenants pour la qualité de leurs interventions et aussi, encore une fois, pour le respect de la procédure un petit peu brutale que je leur ai imposée. Je tenais d'ailleurs à peut-être faire déjà une petite synthèse en passant, en constatant qu'il y a vraiment une tendance qui se dégage de ce que vous avez dit, qui est vraiment cette variabilité des valeurs républicaines, les valeurs républicaines qui en quelque sorte prennent l'air du temps. Et aujourd'hui, l'air du temps, c'est ce qu'on appelle la postmodernité, avec effectivement la déconstruction. Et finalement, le cadre républicain est au service de valeurs ou de contre-valeurs, si l'on veut, qui n'étaient peut-être effectivement pas les valeurs de la République fondamentalement et aux origines. Cela dit, on peut se demander s'il n'y a pas une solution de continuité quand même entre la modernité et la postmodernité. Et là aussi, je pense que Frédéric nous en dira sans doute un mot aussi tout à l'heure. Voilà, donc Charles de Meyer. Bonjour, merci à l'Action française pour son invitation. Pour moi, les valeurs républicaines ont beaucoup à voir avec la naissance. La naissance, puisque je considère que je suis né au jour de leur agonie, et la naissance parce que je suis né un 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, ce dont elles ne peuvent largement pas se prévaloir. Aujourd'hui, et ce sera un peu en contradiction avec votre synthèse, désolé, je pense que les valeurs républicaines dont les hommes politiques se prévalent sont en fait le fruit d'un discours idéologique qui trouve sa naissance avant le 19e siècle et qui vont reposer sur la volonté de construire un homme nouveau. C'était déjà le cas avec la Révolution française, ça va avancer un peu par la suite. La volonté de casser l'ensemble des ressorts concrets, perceptibles, sensibles, qui faisaient l'organisation du peuple, et on le voit aujourd'hui avec leur aggravation. Vous savez que par exemple aujourd'hui dans une commune, avec les intercommunalités et la clause de compétence générale, personne ne sait qui dirige réellement quel budget, quelle mission, quelle directive. C'est très sensible avec la laïcité. Aujourd'hui, on vous prétend que la laïcité a été le fruit d'un compromis sympathique et juste. Sauf qu'à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, pas très loin d'ici, la République tirait sur des catholiques qui refusaient l'inventaire. La République voulait également construire une autre vision de la famille depuis ses départs. Et aujourd'hui, on a vu l'accomplissement de ça. Elle arrive au bout de sa logique et elle représente une famille qui ne trouve plus aucun lien naturel avec ce qui est le bon sens. La figure du père a été détruite, la figure du lien entre les frères et sœurs, l'héritage, etc. C'est-à-dire pour moi que de Sophie Montel à Najat Vallaud-Belkacem, il se rapporte à une conception tout à fait idéologique et normée de ce que sont ces valeurs républicaines. Alors évidemment, comme ce sont d'agréables communicants, ils seront récupérés l'air du temps. Je ne le nie pas, absolument pas. Le problème, c'est pourquoi le font-ils de manière si caricaturale aujourd'hui ?
Ils le font de manière si caricaturale parce que toutes les instances de transmission de ces valeurs républicaines sont en crise. Natacha Polony, Alain Finkielkraut notent la crise de l'école. Ils ne vont pas au bout de leur logique, mais ils notent que l'école, cet élément fondamental de la transmission de la culture républicaine, est en pleine crise. L'armée, on en arrive dans une armée française qui a été quand même largement calmée suite à la guerre d'Algérie, où les généraux recommencent à parler, à s'exprimer, à se plaindre. Sur la question de la diplomatie, quand vous parlez à un diplomate aujourd'hui, il vous transmet cette pensée. Depuis Laurent Fabius, je n'avais jamais connu de ministre des Affaires étrangères qui ne recevait pas ses ambassadeurs. Il reçoit son directeur de cabinet, ses conseillers spéciaux, il ne reçoit pas les gens qui sont sur le terrain. Et quand vous vous baladez un petit peu dans le monde, vous voyez que la France a conservé des gens qui font de l'idéologie en ambassade et perdu beaucoup de ses agents qui étaient sur le terrain avec les gens, etc. On pourrait détailler. Éric Zemmour a parlé dans ses livres de la question de l'immigration. Et autant on a pu avoir une République forte, autant la République ne pouvait pas se comprendre avec la notion de grand remplacement, et si on discute de cette notion, avec un tel changement de population, changement qui est à la fois culturel, religieux et civilisationnel. Au Proche-Orient, le modèle républicain à la française n'existe pas. Aucun pays du Proche-Orient, si avancé soit-il, si fin culturellement soit-il, l'Iran est un pays qui a une culture et une civilisation fascinante, elle n'a jamais pu construire une république telle que c'est fait. Et vous avez le modèle libanais, alors souvent on parle de libanisation de la société sans comprendre ce que ça veut dire. Le modèle libanais, c'est les accords de Taïf, qui dit que pour 50 ou 60 ans, les votes, les élections et les places sont répartis en fonction des communautés. Et c'est ainsi acté. Et tout ça, c'est extrêmement important à voir, puisqu'on voit que l'ensemble des médiations qui permettaient aux valeurs républicaines, aux prétendues valeurs républicaines, d'être transmises, d'être assimilées, d'être inculquées, sont toutes en crise. Or, que veut un homme politique ? Un homme politique qui veut de l'ordre pour pouvoir, si c'est un homme bien, aller vers le bien commun, et si c'est 90% de notre classe politique actuelle, se remplir les poches ou faire avancer ses coteries. Mais sans ordre, tout ça est impossible. Ils finissent par gérer des crises petit à petit. On parle souvent de la question du communautarisme dans les municipalités. Il ne faut pas croire que les maires ou les élus politiques sont fascinés par le communautarisme, ils aimeraient bien simplement faire avancer leurs copains ou leurs idées. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous avez une crise de l'école, une crise de la confrontation des religions, une crise de la transmission du bien commun, une crise de l'attachement et de l'enracinement, vous êtes incapable de gérer toute une partie du pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans bien des endroits. Finalement, les valeurs républicaines, elles voulaient s'incarner dans la devise républicaine. Prenons-la dans notre confrontation actuelle. Je crois que personne ne pourra dire qu'on vit dans un pays libre, puisque nous ne sommes pas libres dans notre représentation extérieure. Et je crois que j'ai des juristes, mais la reconnaissance d'un pays et de sa liberté de mouvement est essentielle pour la reconnaissance d'un État et de sa souveraineté. Nous ne sommes pas libres sur le plan de notre définition de l'homme. Cette définition de l'homme n'a plus rien à voir avec ce qui est issu du bon sens, de l'instinct. Tout ça est devenu une construction idéologique dont je ne vous ferai pas la chronologie, mais que vous connaissez très bien. Et nous n'avons même plus un soutien populaire, une adhésion populaire, si factice soit-elle, pour les élus. Puisqu'aujourd'hui, en gros, 50% de la population refuse de participer à la nomination des élus dans la plupart des élections. Qui ici connaît le nom de son conseiller départemental ? Et pourtant, vous êtes des gens qui sont investis dans votre cité, dans votre manière de penser. Qui connaît la moitié des gens qui sont sur la liste de son conseil municipal, même d'arrondissement ? Personne. Personne. Alors, on trouvera de bonnes excuses. Ces gens ne sont pas intéressants. Ces gens ne défendent pas le bien commun. Ces gens sont les produits de partis politiques qui mettent en avant la médiocrité et non pas la liberté. Mais la réalité, elle est là. En fait, aujourd'hui, personne dans sa vie n'incarne les valeurs républicaines. Plus personne ne les applique, simplement parce que c'est devenu impossible. Donc, des hommes politiques qui en ont besoin pour assurer l'ordre, la concordance et la cohérence, sont obligés de les rappeler comme totems, puisque si elles n'existent pas, leur pouvoir ne tient plus à rien. On pense tous à réinvestir la politique, c'est un discours qui vient souvent, réinvestir la politique, la retrouver, la reconquérir. En réalité, si on le faisait correctement, c'est très simple.
Vous avez déjà 50% des gens qui aujourd'hui ont refusé de participer à cette farce. Donc vous avez 50% des gens qui n'acceptent plus le système tel qu'il est. Vous avez en gros une tripartition qui tient à des supporters de football. Quand vous faites une élection, moi j'ai eu l'occasion de diriger des campagnes, vous ne parlez pas des électeurs avertis qui viennent défendre leur volonté. Vous parlez à des supporters de football dans 70% des cas. Papa supportait Lens, papa supportait le Parti Socialiste, je vote pour Lens, et je vote pour le Parti Socialiste et je supporte Lens. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Une dernière phrase, parce que sinon je vais dépasser. Considérez également que la technique est venue envahir le champ politique. Aujourd'hui, les grands politiques que vous voyez à la télévision travaillent avec des conseillers en communication, ça vous le saviez, mais des gens qui font de la recherche mathématique sur les modèles électoraux. Il y a des préfets qui sont nommés pour faire des découpages à carte, etc. Il y a donc toute une technique qui est là pour sauver un ordre républicain, enfin un ordre de l'idéologie républicaine, puisque la forme république est beaucoup plus compliquée que ça, qui n'ont que pour but de préserver des avantages acquis dont en réalité je pense que si vous croisez dans la rue, 9 personnes sur 10 n'y assent pas. Et d'ailleurs, la vidéo introductive montrait que personne ne pouvait définir réellement les valeurs républicaines puisque on a appris à vivre sans elles. Et ce n'est peut-être pas un tort. Bien, merci Charles d'avoir remis un peu de clivage et aussi d'avoir insisté sur cette continuité des valeurs républicaines malgré la relativité dont on a parlé précédemment. Alors Frédéric, toi qui es le grand spécialiste, tu vas peut-être pouvoir faire la synthèse de ces deux positions. Je te laisse la parole. Merci pour de m'affubler de ce qualifié de spécialiste. Je ne le suis pas du tout, mais effectivement j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Être ou ne pas être républicain », qui se préoccupe un peu de la question. Mais avant d'aller plus loin, ce qui m'a frappé, comme Charles d'ailleurs, c'est la vidéo de tout à l'heure, et notamment cette personne qui est interrogée, qui nous dit « Les valeurs républicaines, je ne saurais pas trop les définir ». Et au fond, la question que ça suscite immédiatement en moi, c'est qu'est-ce que c'est que des valeurs que les gens, que finalement personne ne réussit à définir? Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs qu'on ne peut pas définir? Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs, autrement dit, ce qui théoriquement nous tient, nous fait être, nous constitue, que, au fond, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas très bien où elles sont. Et ça me, en tant que juriste, ça me renvoyait à la fameuse formule « Nul n'est censé ignorer la loi ». Une loi que les gens ignorent, c'est pas la loi, ça ne marche pas. Là, c'est la même chose. Nul ne devrait ignorer ce que sont ces valeurs républicaines pour qu'il s'agisse vraiment de valeurs. Et pas seulement d'incantation, pas seulement de rhétorique, pas seulement de grands mots qui ne nous disent rien. Or, personne ne les connaît. Personne ne peut effectivement, sérieusement, ne peut sérieusement essayer de les définir. Et il semble qu'à entendre les uns et les autres, républicains ou moins républicains, ou franchement royalistes, on soit effectivement tous dans cette expectative, dans cette incertitude absolue. En fait, personne ne peut les définir, et pour cause, c'est que, à mon sens, elles n'existent pas, ces valeurs républicaines. Alors, ce que j'essaie de démontrer dans mon petit bouquin, donc Être ou ne pas être républicain, c'est que la République n'existe pas. Il n'y a pas une république en général, c'est d'ailleurs à peu près ce que Dominique Jamais a brillamment rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas une république avec un R majuscule, il y a des républiques. Il y a des républiques dans le monde entier, de droite et de gauche, populaires ou aristocratiques, libérales ou non, enfin bref. Il y a à peu près toutes les formes possibles et imaginables de républiques ont existé, de la République de Venise jusqu'au Kampuchea démocratique de Pol Pot. Tout ça, c'est des républiques qui ne se ressemblent pas, mais elles ont toutes quand même ce mot république, effectivement, dans leur titre. Et maintenant, même en France, si on regarde ce qui se passe, dans notre histoire de France, on a grosso modo 5 républiques qui, les unes et les autres, ont des visages totalement différents. Et même par rapport à ça, donc, on constate qu'on ne peut pas établir une définition de ce que serait la République en France, ni par conséquent de ce que seraient les valeurs républicaines en France.
Et à vrai dire, ce petit essai que j'ai publié donc l'année dernière, je l'ai écrit suite justement à ce déluge d'utilisation du mot valeur républicaine qui était utilisé absolument comme une incantation religieuse, comme une sorte d'encens qui devait monter, flatter peut-être les narines du grand horloger ou du peuple souverain, mais qui au fond ne correspondait à aucune réalité. Et de fait, quand on regarde ce que c'est que cette République et que ces valeurs républicaines, ben voilà, on constate que ça ne marche pas, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et que parmi ces valeurs républicaines, lesquelles sont stables, lesquelles sont clairement établies. Liberté, égalité, fraternité, Dominique Jamais nous a rappelé à quel point, au fond, d'abord on était plus dans l'idéal que dans la valeur, et à quel point, en réalité, on en est loin. Dans mon petit essai, je m'interrogeais sur 4 critères de ce que pourrait être la République. J'avais demandé à mes collègues professeurs de droit ce qu'ils en pensaient. Alors les uns me parlaient de suffrage universel, d'autres de laïcité, d'autres d'universalisme, d'autres encore d'éducation. Et quand on regarde de près, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les républiques françaises ont eu sur ces 4 points particuliers, suffrage universel, éducation, laïcité ou universalisme, des positions qui sont radicalement différentes. Et même au sein d'une seule république, on a parfois des positions qui sont extrêmement variables. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Stéphane, justement, c'est cette variabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur qui varie ? C'est pas une valeur. Là encore, c'est un mot, c'est un coup de vent, c'est une ombre, mais ça n'est pas une valeur, ça n'est pas quelque chose qui peut fonder, une civilisation, c'est pas quelque chose qui peut encore fonder une cité, et c'est ça qu'on leur demande à ces valeurs. Si ces valeurs républicaines n'existent pas, si ces valeurs républicaines ne peuvent pas fonder notre vivre ensemble, comme dirait l'autre, à quoi ça sert ? À part effectivement amuser la galerie et être utilisé, par exemple, par notre Premier ministre pour empêcher le Front National de participer à une grande manifestation contre le terrorisme. Mais si c'est à cela que ça sert, ce ne sont pas des valeurs, c'est autre chose. C'est un instrument rhétorique, rien de plus. Voilà. Merci. Et enfin, nous terminons avec Vincent Cousdière, qui est un spécialiste de la question du populisme. Or, puisque les valeurs républicaines sont invoquées pour faire obstacle au Front National, il est au cœur du sujet. Est-ce que le populisme est le symptôme de cette crise des valeurs républicaines ? Merci, ça va, on m'entend. Merci de votre invitation. Donc j'ai découvert que j'étais un républicain intelligent, je suis content. Après, en réfléchissant, je me suis dit c'est peut-être pas si difficile aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai travaillé sur le populisme et aussi sur la République. Et d'ailleurs, mon dernier livre qui s'appelle Le Retour du peuple devait s'appeler Difficile République. Voilà, la République est une chose difficile. On peut se réclamer de la République sans s'y référer comme une espèce d'idéologie rassurante dans laquelle il faudrait puiser, etc. Donc je dirais que je suis républicain, j'accepte l'invitation républicaine. Mais en même temps, on peut contester une tradition de l'intérieur de cette tradition. Et l'exercice que vous avez fait dans votre livre, qui est très brillant, je pense qu'on pourrait le faire avec le libéralisme et avec le socialisme, qui ne sont pas des traditions si monolithiques que ça, et qui, on pourrait montrer que là aussi, voilà, il y a beaucoup d'interrogations et de problèmes derrière ça. Alors, valeurs républicaines. Moi, je refuse d'emblée la position des choses. En tant que républicain, je refuse de poser le problème sur le plan des valeurs. Poser le problème sur le plan des valeurs, ça suppose déjà beaucoup de choses. Ça suppose qu'on est des individus qui ont des valeurs et qui, valorisant ces valeurs, vont créer une communauté. Donc déjà le point de départ, parce que tout le discours en termes de valeurs, c'est un discours très récent, qui date de la fin du 19e, début 20e siècle,
un discours nietzschéen critiqué par Heidegger. C'est un contresens total. La République ne repose pas sur des valeurs. Alors là où je suis d'accord avec tous nos invités, c'est que la majeure partie de nos républicains commettent ce contresens. Donc je pense qu'il faut prendre le problème de manière généalogique. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui République et qui suscite notre irritation légitime? Ce qu'on appelle République, c'est la reprise, une certaine reprise de la République, moi ce que j'appelle dans mon livre le néo-républicanisme, qui débute dans les années 80, pour faire vite, avec le couple Chevènement-Debré. Alors il faut quand même se poser la question, ce sont quand même des gens qui viennent du socialisme, et même du socialisme le plus dur. Donc c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaisse comme paternité des républicains Chevènement-Debré, qui viennent du CRS, Che Guevara, etc. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, si vous voulez, je veux bien critiquer la République, mais je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain républicaine. Et je pense qu'il y a dans une certaine tradition républicaine, malheureusement méconnue, et que j'essaie de faire revivre dans mon livre, Rousseau, Alfred Fouillé, que personne ne connaît, Gabriel Tarde, etc. Il y a toute une tradition républicaine qui n'a rien à voir avec ce catéchisme républicain qui est en fait un catéchisme de socialistes défroqués. Hein, c'est ça le républicanisme, c'est d'un côté l'individu, hein, les individus, et de l'autre côté l'État. Et l'État qui va, voilà, par sa toute-puissance et sa souveraineté, faire vivre ensemble ces individus et la République. Voilà. Donc non, le fondement de la République, ce n'est pas des valeurs. C'est une expérience et c'est un peuple. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on oppose aujourd'hui, alors on s'apprête à vivre une campagne électorale avec les nationaux contre les républicains. C'est ridicule. Les grands penseurs républicains faisaient front sur la nation. Et la nation, peut-être ce qu'elle peut donner dans sa formule la plus aboutie, ça peut être la République. Pourquoi? Parce que la nation, c'est le partage des mœurs. C'est le partage d'une communauté de mœurs qui est pré-politique. Le langage, le rapport à la nature, le rapport aux femmes, à plein de choses. La nation, c'est quelque chose qu'il faut penser sur un plan anthropologique. La nation, c'est pas seulement la nation civique, justement des républicains abstraits. Il faut penser la nation sur un plan anthropologique. Il y a une nation française, il y a une communauté de mœurs qui est basée sur l'histoire, mais pas seulement, qui accueille, oui, j'avais prévu des choses, mais finalement, qui accueille aussi des apports extérieurs. Hein, je parle de Gabriel Tarde, qui met au centre de la question de la nation la catégorie de l'imitation. Hein. Comment se construit une nation anthropologiquement? À la fois parce qu'on imite l'imitation coutume, on imite ce que faisaient les générations précédentes, et en même temps, on accueille quelques innovations qui viennent de l'étranger, bien sûr. L'imitation mode. Donc la nation s'édifie, il y a une auto-édification de la nation qui fait qu'on va aboutir à un certain nombre de mœurs communes, on va partager des modèles, et c'est ça qui va créer une nation. Mais un penseur comme Rousseau, qu'on présente comme un contractualiste, alors là je m'oppose à l'idée que la République c'est le contractualisme pur. Rousseau n'est pas un penseur, justement, c'est ça le paradoxe, n'est pas un penseur purement contractualiste. On a lu Rousseau rétrospectivement à partir du jacobinisme français, mais il faut lire Rousseau. Il faut lire tout Rousseau. Il faut lire les textes sur la Pologne, sur la Corse, il faut lire les textes sur les mœurs. Hein. Et pour Rousseau, si on lit bien Rousseau, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de volonté générale, il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas déjà une communauté de mœurs. Donc Rousseau n'oppose pas
la nation et la République. Donc je pense que cette opposition dans laquelle on est pris entre la nation civique d'un côté, Chevènement, Le Bray, qui maintenant remonte partout, et la nation identitaire, c'est une opposition qui est fausse. Parce que la volonté générale, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une volonté commune, si ce n'est qu'on va déjà partager au niveau des mœurs, à un niveau pré-politique, un certain nombre de choses. Voilà. Alors, République, monarchie. Rousseau définit la République. Tout gouvernement légitime est républicain. Légitime, sous-entendu, bien sûr, légitimité dans le peuple. Et, petite note très connue du contrat social, la monarchie elle-même peut être républicaine. Pour Rousseau, la République n'est pas exactement un régime, c'est le rapport du gouvernement au peuple. C'est ça la République. Et ce gouvernement peut être monarchique, oligarchique, démocratique. C'est le rapport du gouvernement au peuple, et c'est la légitimité. Autrement dit, la question fondamentale, c'est la question de la légitimité. Qu'est-ce que la légitimité? Et qu'est-ce que la légitimité reposant sur le peuple? Et pour répondre à cette question, il faut répondre à la question qu'est-ce qu'un peuple? Parce que pour savoir si un gouvernement est légitime, il faut savoir ce que c'est que le peuple. Alors là, il y a il y a l'opposition. Le peuple, c'est celui qui s'assemble et qui décide collectivement de la loi. Ça, c'est le nationalisme civique. Sauf que ça change parce que l'opinion change d'un jour à l'autre, etc. Et donc on voit bien l'insuffisance de cette conception du peuple actuel. Parce que si le peuple change, la légitimité change. Si le peuple change, si le peuple devient un peuple religieux, pourquoi la laïcité serait préservée? C'est quoi cette histoire? La laïcité, ça ne flotte pas comme ça, c'est une loi. Et donc, si le peuple change, eh bien, à ce moment-là, la loi peut changer et la laïcité aussi. Et un peuple peut décider de manière, à la limite démocratique, de rompre avec la laïcité. Donc on voit bien l'insuffisance d'une conception du peuple purement civique et démocratique. Et de l'autre côté, on a la monarchie qui, constatant cette insuffisance, se dit « Ah ben il faut un roi qui incarne le peuple dans sa pérennité qui subsiste au changement de l'opinion. » Pourquoi pas? Et donc, ça suppose une autre conception du peuple qui identifie le peuple à la nation, mais à la nation comme quelque chose d'un peu d'éternel, d'intemporel. Voilà. C'est pas... J'essaie de trouver dans mon livre une troisième voie entre ces deux conceptions du peuple. Pour moi, le peuple n'est ni une pure assemblée. Je vais terminer, je crois que le peuple n'est pas une pure assemblée de citoyens qui délibèrent. C'est pas une pure liberté comme ça, c'est complètement abstrait. Mais le peuple n'est pas non plus une simple identité qui serait garantie par une incarnation. Le peuple, c'est l'acteur principal. C'est-à-dire que pour moi, le sujet, l'acteur ontologiquement qui existe, ça n'est ni la nation, ni la République, c'est le peuple. Mais le peuple pensé aussi comme rapport entre générations. Parce que le peuple, c'est pas seulement le peuple dans l'instant, c'est le peuple qui assimile des modèles qui viennent de la génération précédente. C'est là que la nation m'intéresse. La nation est importante, mais la nation, la nation n'existe pas toute seule. Elle n'existe que si un peuple vivant imite et assimile les modèles du passé. Sinon la nation n'existe plus. C'est pas une idée platonicienne, la nation. Je crois que j'ai dépassé... Voilà, c'est moi. Ouais. Merci. En réalité, vous avez tous dépassé un petit peu, même si je vous ai félicité tout à l'heure. Donc on me signale qu'il nous reste à peu près un quart d'heure.
Donc ce que je vous propose, je vais d'abord faire une rapide petite synthèse et puis ensuite je vais vous redonner la parole, mais vraiment pour 1 minute, vraiment pour dire une chose très précise, une réaction à quelque chose qui a été dit par un autre intervenant, quelque chose de précis qui a attiré votre attention. Donc simplement, moi je voulais dire, notamment à notre public d'Action française, à notre public monarchiste, qu'on a assisté un petit peu aujourd'hui dans cette table ronde au constat de la variabilité des valeurs républicaines et au constat un petit peu de la dissolution aussi des valeurs républicaines. Vous l'avez, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, certains l'ont déploré. D'autres l'ont froidement constaté plutôt. Mais en même temps, je crois que nous avons assisté aussi, c'est assez curieux pour moi en tout cas, à une forme de dissolution de la critique de la République, celle qui nous est un peu familière. Alors Charles de Meyer a abordé un petit peu l'idée qu'il y aurait une continuité entre la révolution anthropologique dont Roland Hureau a parlé à propos du mariage pour tous, et puis un certain messianisme originel, républicain, qui consiste aussi à changer l'homme. Moi j'ai tout de suite pensé à des républicains peut-être, comme notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, quand il disait que la mission de l'école républicaine était d'arracher l'homme à tous ses déterminismes. Donc là, il semblait assumer à la fois une tradition républicaine et en même temps lui donner une forme qu'on pourrait qualifier de postmoderne, puisqu'on voit bien qu'on est dans un tout autre contexte, effectivement, comme l'a dit Roland Hureau. Il ne s'agit pas du même genre de révolution. Voilà, donc il me semble quand même qu'on a très peu insisté sur ce point, et ça dans un colloque d'Action française, dans une réunion un peu contre-révolutionnaire, c'est assez original. Voilà, donc je voulais le souligner. Et donc je vais vous demander, s'il vous plaît, donc de réagir brièvement à une chose que vous avez entendue, un peu comme je viens de le faire. Dominique Jamais, c'est à vous. Écoutez, le sujet à propos duquel vous nous avez réunis était sans doute moins simple, plus difficile qu'il n'y paraissait. Voici pourquoi, enfin, c'est l'impression excusez-moi, que nos différentes interventions, y compris la mienne, ma première, c'est l'impression que cela m'a donné. De quoi s'agit-il? Nous sommes confrontés à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle dans certains Sherlock Holmes, Arsène Lupin, un mystère en pleine lumière. On nous parle tout le temps des valeurs républicaines et on ne nous dit jamais en quoi elles consistent. Donc je m'interroge et à partir de ces prémices, je me dis de deux choses l'une. Ou bien ces valeurs républicaines n'existent pas, ou bien les gens qui les invoquent constamment sont incapables ou non désireux ou d'en parler, ou ils sont hors sujet, etc. etc. Et je ne dirais pas que je m'inscrirai en faux, ce serait excessif, mais je ne suis pas d'accord avec une chose qui a été dite tout à l'heure. Je crois que ces valeurs républicaines, elles existent. La Révolution française, d'où est issue d'une certaine manière la République française, elle avait passé un pacte avec un certain nombre de valeurs républicaines. Et ce pacte, tantôt est tombé en désuétude, tantôt n'a pas été respecté ou a été violé. Et c'est cela que je voudrais développer, excusez-moi, en 2 minutes. La Révolution française, 2 minutes, avait passé un pacte avec la liberté. Pacte aussitôt trahi à cause des circonstances que l'on sait. La terreur, ça n'est pas la liberté. La censure, ça n'est pas la liberté. La violence, ça n'est pas la liberté. Ce pacte n'a pas été respecté. Mais la Troisième République, il faut le dire comme c'est, progressivement, petitement, modérément, à sa manière, a rempli cette promesse. Elle a respecté cette valeur. Symboliquement, la loi de 1881 sur la presse, et je dirais plus largement, il y a eu une période quand même où la polémique était violente, où les partis s'opposaient les uns aux autres, mais où il y avait garanti par la loi et respecté par la justice une liberté, un pluralisme, un bouillonnement, une effervescence qui ont complètement disparu. Ce pacte avec la liberté, il n'existe plus, puisque nous constatons à l'heure actuelle non seulement un encadrement croissant, une judiciarisation de la liberté d'expression, le retour des condamnations financières et quelquefois même pénales pour des délits
délit d'opinion, on a ressuscité le délit d'opinion, et l'on constate aussi, je n'irai pas plus loin, mais un empiètement progressif, incessant de la sphère collective sur la sphère individuelle. Je ne le développerai pas parce que cela nous mènerait trop loin, mais chacun a d'innombrables exemples des empiètements de la société, de la collectivité, de la République sur l'éducation, sur la famille, sur la liberté d'expression, je le disais, sur les mœurs elles-mêmes. Bon, il y a eu d'autre part, et je m'étonne, enfin si on y a fait allusion, mais je m'étonne qu'on ne l'ait pas perçu davantage, avant même, cher Vincent Cousdière, avant même Chevènement, il y a eu longtemps, et c'était l'un des fondements les plus solides de l'idéal républicain, des valeurs républicaines, il y a eu très longtemps un pacte de la République avec la nation, dans laquelle s'incarnait la République, et réciproquement, c'est-à-dire qu'il s'agisse des soldats de l'an 2, qu'il s'agisse de 14-18, qu'il s'agisse même, avec certaines réserves, de la résistance, il y avait une identification des valeurs républicaines et des valeurs nationales qui a complètement disparu, je n'insiste pas, dans un contexte d'inféodation de la République et de la nation à des instances supranationales. Et il y avait enfin un pacte de la République avec la vertu, un pacte idéaliste, le pacte robespierriste, le plus difficile de tous à tenir, que ni la 3e, ni la 4e, ni la 5e n'ont tenu. Et lorsque l'on vit comme à l'heure actuelle, lorsque l'on constate à l'heure actuelle que nous sommes revenus à un système de copinage, de réseau, d'entre-soi, de privilèges, que s'est constitué peu à peu une caste politico-médiatico-financière, nous voyons bien que ce pacte avec la vertu n'est plus de saison. Et voici pourquoi, à mon avis, les gens parlent aussi bien ici qu'ailleurs, de valeurs républicaines sans jamais voir ni dire en quoi elles consistent. Dans votre interview tout à l'heure, dans votre reportage, il y avait une dame qui disait « Normalement, ça ne devrait pas être comme ça ». Elle disait vrai. Ce ne sont pas les valeurs qui n'existent pas, ce sont les girouettes qui tournent. On va croiser les réactions en fonction des propos. Donc je pense que Charles de Meyer, peut-être que justement une réponse un peu contre-révolutionnaire à cette apologie des valeurs républicaines authentiques serait de bon aloi. Alors merci. Tout d'abord, avec tout le respect que j'ai pour Dominique Jamais, il y a une chose qui est symptomatique de nos différences d'appréciation, c'est le rapport à la Troisième République. Pour moi, la Troisième République est un régime dans lequel on voit à peu près 1 à 2 scandales financiers d'État par an, tout de même, ce qu'il ne faut pas oublier. Et c'est aussi le développement de quelque chose que je trouve très républicain, c'est-à-dire l'absorption de la nation dans une version idéale, dans le monde kantien. Donc là, on retrouverait Charles Maurras, etc. Donc je vous invite tous à le lire puisque ça fait partie de votre formation. Mais au-delà de ça, on peut utiliser un penseur plus récent, c'est-à-dire Jean de Vigry, notamment dans son Histoire du citoyen, où il montre bien en quoi la République a besoin d'absorber du citoyen en permanence pour s'auto-légitimer, et puisque d'une certaine manière, ces valeurs, qu'elles soient justes ou pas, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, sont tellement désincarnées qu'elle a besoin de former un citoyen qui va s'y adapter, qui va les incarner et qui va les défendre pour sa cause. Et à ce titre, si la République forme des citoyens pour qu'elle les serve, elle n'en forme plus pour servir la nation. Ce qui me paraît plus compliqué. Mais encore une fois, et c'est une bonne distinction qu'il faudrait faire, et je serai plus court là-dessus, on parle bien ici de la République française, avec des penseurs et des idéologues français qui l'ont développée comme telle. Je ne critique pas la forme républicaine en tant que telle, qui demande beaucoup plus de pensée. Puisqu'il fallait rebondir sur le sujet essentiel, pour moi, sur quoi je voulais rebondir, c'était l'affirmation de Guillaume Bernard, comme souvent, qui distinguait la sociabilité naturelle de la sociabilité artificielle, qui fait un peu l'unité de tous les combats et qui va même au-delà de la discussion qu'on a là, puisqu'on a une discussion de forme. La différence entre ces sociabilités-là et notre volonté d'un retour à une sociabilité plus naturelle, il va faire le lien entre tous les combats. Et tous ces combats-là, c'est ceux que nous devons mener ensemble. Merci. Rien à ajouter, c'est l'intervention que j'aurais faite. Alors, on me signale qu'il nous reste 5 minutes.
Donc je vais devoir frustrer certains peut-être d'une réponse. Je crois que Roland Hureau veut ajouter un mot. Est-ce que les autres... Alors, encore deux. Ça ne vous frustre pas trop si on fait comme ça? Bien. 30 secondes. J'insisterai à nouveau, peut-être contre ce qu'a dit excellemment par ailleurs Charles de Meyer, sur la rupture presque totale de continuité entre la République issue de la Révolution française, une petite exception pour la Convention montagnarde, la troisième, la quatrième, et ce qui nous arrive aujourd'hui, cette révolution idéologique nihiliste fondée sur la haine de soi et libérale libertaire. Notamment parce que cette révolution libérale libertaire, ce n'est pas une continuité de la Révolution française, tout simplement parce qu'elle est née ailleurs. Elle est née dans le monde anglo-saxon. Elle est l'expression de l'empire anglo-saxon. Bon, ça c'est fondamental. Je pense même que François Hollande aurait voulu revenir sur la loi Taubira avant qu'elle soit votée. Il ne pouvait pas. Il n'avait plus le choix. Il était tenu par Obama et par d'autres. S'agissant de valeurs, alors vous voyez les valeurs, Heidegger a beaucoup critiqué la notion de valeur parce que dès qu'on dit il y a mes valeurs, tes valeurs, ces valeurs, ça veut dire qu'on ne parle plus de valeurs, il y a les valeurs, point à la ligne. Elles sont bonnes pour tous, elles font partie de la réalité, c'est même plus des valeurs, c'est la réalité, notamment la loi naturelle. Alors, il y a une valeur, entre guillemets, je n'emploie qu'avec beaucoup de réticence d'expression qu'on n'a pas évoquée, c'est la science. Jules Ferry voulait libérer, émanciper l'école de l'Église parce qu'il craignait, voyant les progrès considérables de la science prussienne, que la France ne soit larguée du fait de la mauvaise influence qu'aurait pu avoir dans son esprit l'Église sur le développement des sciences. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Et donc, l'instauration de la République laïque était liée à la notion de progrès des sciences. Que voyons-nous aujourd'hui? La loi Taubira est fondée, n'est rien d'autre que la déclinaison d'une théorie du genre. Cette théorie du genre, il est prouvé aujourd'hui, il a toujours été prouvé qu'elle est anti-scientifique. Autrement dit, notre République, entre guillemets, je pense qu'il faut mettre des républiques partout, des guillemets partout, guillemets à mariage, guillemets à République aujourd'hui, et c'est comme si elle faisait une loi fondée sur l'astrologie. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, on n'a qu'un seul précédent, c'est Lysenko et Mitchourine du temps de Staline. C'est pour vous dire que nous vivons une école radicalement différente. Et l'antithèse de l'idéologie, c'est ce que les thomistes appellent le bien commun et que Jean Bodin appelle la Respublica, car n'oublions pas que le grand livre théorique sur la monarchie absolue, le livre de Jean Bodin, il s'appelle De Respublica. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. Et je crois que face à cette subversion à laquelle nous sommes confrontés, tous les républicains, c'est-à-dire aussi bien les monarchistes que les républicains, au sens restreint du terme, doivent se serrer les coudes pour défendre la France et défendre l'homme en définitive. Donc, d'une phrase maintenant. Alors, une phrase en 3 segments. 1, je suis très content d'être venu. Et je vous remercie de m'avoir invité et je trouve que le débat a été très profitable. Deuxième élément, effectivement, je vous invite tous à lire les ouvrages de jeunesse de Rousseau. Le projet de constitution sur la Corse et sur la Pologne, où on voit que l'idéal rousseauiste c'est un idéal spartiate. Mais il me semble qu'il y a un élément que l'on n'a pas dit, c'est pas exactement le sujet, mais en une seconde, au-delà de l'opposition contractualisme, sociabilité naturelle, il y a tout simplement quel est le rôle du pouvoir souverain. Est-ce que le rôle du pouvoir souverain c'est de produire de la loi, ou est-ce que le rôle du pouvoir souverain c'est de restaurer un ordre qui lui préexiste? Et donc j'en viens au 3e point, et c'est ma conclusion, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais s'il y a une valeur républicaine qui pourrait
pourrait peut-être être dégagé et qui expliquerait que justement ces valeurs sont évolutives, mais c'est que dans le fond, c'est la volonté. La seule valeur républicaine, c'est la primauté, c'est la domination de la volonté. Et c'est là où, pardonnez-moi, je divergerai avec vous, c'est que le contractualisme social, eh bien, de la même manière qu'on doit construire la société à partir de la Révolution française, il n'y a pas de raison qu'on ne construise pas aujourd'hui avec le genre la nature humaine. S'il y a peut-être une valeur républicaine ou s'il y a un élément de continuité à travers le temps, c'est effectivement l'exacerbation de la volonté de l'individu. Peut-être que c'est ça. Merci, cher président. Alors, à mes étudiants à l'université, j'explique qu'il faut faire des plans en 2 parties. Et là, je vais faire un plan en 2 parties, très rapidement, pour dire que, petit 1 ou grand 1, si vous préférez, des valeurs qui sont systématiquement bafouées, oubliées, niées, jamais mises en œuvre, et totalement variables, ne sont pas des valeurs. Premier point. Deuxième point, ces valeurs qui d'ailleurs n'existent pas, deuxième partie donc, ne sont pas spécifiquement républicaines. Et ici, je reprends un petit peu ce que disait Dominique Jammet. La valeur de liberté, ce fameux pacte avec la liberté, il a pu exister à d'autres moments et de manière aussi convaincante, me semble-t-il, sous des régimes monarchiques, ne serait-ce que sous la Restauration, par exemple. La valeur de vertu, nous savons qu'effectivement, on en est quand même très très loin. Quant à la troisième valeur, qui était donc le rapport avec la nation, là encore, bon, voilà, ce sont, je crois, les rois qui ont fait la France, au moins autant que les républicains. Voilà, donc très rapidement, le mot de la fin, c'est un honneur. Donc sur la question de la volonté, moi je pense qu'il y a une tradition cachée de la République qui n'est pas un pur volontarisme, mais qui cherche à articuler la volonté avec une dimension de passivité et donc d'héritage. Je rappelle Rousseau, la plus importante de toutes les lois dans le contrat social, c'est la loi des mœurs. Et les mœurs ne sont pas une affaire de pure volonté. Ce qui renvoie à la question de la souveraineté. Ce que je reproche à Chevènement-Debré, d'un côté, effectivement, ils ont fait un effort considérable et tout à fait qu'il faut saluer. C'est de souligner la dimension de la souveraineté. Mais une république n'est pas seulement un État souverain. Un État, une dictature ou un État théocratique est souverain. La République, c'est la souveraineté populaire. Donc, ça renvoie à la question du peuple et au fait que le peuple se reconnaisse dans la souveraineté. Et je termine juste, je pense qu'il ne faut pas se chamailler entre républicains intelligents et, je vais dire, pardonnez-moi, monarchistes intelligents, parce qu'on a un adversaire qui est beaucoup plus terrible. Il ne faut pas rejouer le conflit monarchie-république. C'est la légitimité qui est de droit divin. Derrière ça, il y a 2 choses. Il y a d'une part la résurgence agressive d'un certain monothéisme dans sa version politique, qui est l'islamisme, et de l'autre côté, il y a une autre religiosité, c'est le multiculturalisme qui nous présente l'individu comme étant souverain. L'absolutisation de l'individu dans le multiculturalisme, c'est totalement religieux. Ce qui est légitime, c'est l'individu. Et il faut se mettre à genoux face à l'individu. Donc je pense que par rapport à ça, il y a des choses qui peuvent nous réunir. Il faut voir où est aujourd'hui le véritable adversaire. Merci. Merci à tous pour la qualité, la hauteur de vue de ces échanges. Arnaud. Alors effectivement, merci. Avant la pause, la conclusion, donc pour ceux toujours qui dormaient, pour ceux qui sont partis, Guillaume, on veut bien une petite conclusion de 2 minutes. Est-ce que cet échange était intelligent? Est-ce qu'on a enfin trouvé les valeurs républicaines? Alors cet échange était intelligent, oui, et il était précis, beaucoup plus précis que lorsque Manuel Valls, par exemple, s'exprime sur la République ou ce que sont les valeurs républicaines. L'une des perles que j'ai entendues dans la bouche de Manuel Valls, c'est à l'occasion de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Vous vous souvenez de cette affaire ?
grave. Monsieur Valls s'est déplacé, il est allé sur place et devant les caméras, il s'est exprimé pour féliciter les secours, ce qui est très aimable de sa part. Et là, il a prononcé cette phrase qui m'a laissé interloqué, c'est « Ici, à Brétigny-sur-Orge, nous avons apporté une réponse républicaine ». J'étais devant BFM TV, pardon pour la publicité, et je me suis posé la question de savoir si dans les monarchies qu'évoquait Roland Hureau tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple au Qatar ou en Suède, il n'y avait pas aussi des services de secours qui pouvaient, le cas échéant, bien faire leur travail dans le cadre d'une catastrophe ferroviaire. Et je me suis dit que si on en est à qualifier tout et n'importe quoi, y compris des très bonnes choses, de républicains ou républicaines, c'est qu'ils n'avaient plus grand-chose à dire, manifestement, sur la République. Et ici, nous avons entendu des choses sur la République, nous avons entendu des gens qui ont des choses à dire sur la République. Et un certain nombre de confusions ont été levées avec bonheur. Déjà, on ne peut pas ressortir de ce débat, puisque ce fut un véritable débat, en se disant qu'il y a une confusion parfaite de la France et de l'institution républicaine. Précisément parce que la République est une forme de gouvernement, ce sont des institutions, et ça a été précisé, notamment par Dominique Jamais, une forme juridique et institutionnelle, qui a un certain nombre de caractéristiques. Et on a bien vu dans l'expression des uns et des autres la différence de vision entre le droit du peuple, le droit divin, donc substitution du droit du peuple au droit divin, et le deuxième point, substitution de l'élection à l'hérédité, c'est-à-dire la remise en cause de l'hérédité, qui sont des choses bien sûr très puissantes dans notre histoire politique moderne et qui sont objet de débat. Ce débat apparemment n'est pas clos, puisqu'il a lieu encore sous nos yeux aujourd'hui. Donc les échanges ont été riches aussi sur la question de la République et du lien social, la question d'une société contractuelle, la question de savoir si le contrat social était une caractéristique républicaine. On a eu des lectures un peu différentes de Rousseau sur l'ordre public et la loi. Sans doute avec la République, la loi a une force supérieure, une force presque mystique. Et là, ce qu'on va dire l'autorité de la loi, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce qui agacait Léo Ferré par exemple. Eh bien, c'est une mystique de la loi que la République propose, ça me paraît incontestable. Et cette question de la métaphysique politique n'a pas été abordée, puisque j'imagine que c'était trop court, mais peut-être qu'il y a là aussi un champ de réflexion pour les personnes royalistes qui sont ici, pour les personnes républicaines, pour savoir quels sont les éléments de métaphysique politique qui sont porteurs de tel ou tel système dans un monde qui est en train de se trouver dans une panne métaphysique abyssale, selon le terme d'Emmanuel Todd. Donc quel est le grand récit épique qui nous attend? Est-ce le grand récit épique d'institutions, république ou monarchie, ou d'un pays